Bonsoir à tous. Good afternoon. Buenas tardes. C'est un plaisir pour moi, en tant que Martiniquais caribéen expatrié, de pouvoir intervenir dans le cadre de ce salon sur un sujet qui est finalement très peu connu, mais qui, de manière très pratique, on va vous l'illustrer, donne une idée des succès qui peuvent être déjà rencontrés, en particulier en termes d'intégration des industriels, je dirais, industriels et des consommateurs des départements français d'Amérique dans leur espace caribéen. Allez. Donc, 5 points globalement. Donc, on fait un petit point sur ce qui est transporté et pourquoi donc, un certain nombre de matériaux sont transportés. Faire un état des flux. Ils vont vous dire un peu comment, dans quelle direction ces matériaux sont transportés dans la Grande Caraïbe. Les navires impliqués, on souhaiterait faire un petit point sur les navires. On a vu tout à l'heure que se posaient des problèmes de taux de fret, de cabotage, de disponibilité de navires. On touchera 2 mots. Et puis donc les contraintes logistiques, et là on reviendra sur la question des ports. Donc les contraintes logistiques liées aux infrastructures portuaires et à la nature même des matériaux transportés. Nous nous réjouissons de voir ce foisonnement d'idées. Elle semble effectivement, comme a dit mon ami Cathy Chikaté-Moibert, plus concrète. Et c'est très très bien, c'est quelque chose qui devrait nous permettre d'accélérer l'intégration politique. Je vois qu'il y a encore quelques politiques dans la salle. Effectivement, donc, le cadre est important, mais nous considérons donc que la finalité, c'est bien donc les échanges économiques, les échanges de marchandises, les échanges de personnes. Et c'est ce à quoi donc le cadre que nous essayons d'ajuster et d'améliorer devrait nous amener. Une Caraïbe donc à construire. Nous parlons donc de bâtir cette Caraïbe. Mais pour bâtir, il faut des matériaux. Et c'est bien là l'objet de la présentation. Tout simplement pour dire qu'il y a, en termes de ressources, il y a pléthore de ressources dans toute la Caraïbe. C'est sans doute grâce à l'origine volcanique des îles. Par contre, pour nuancer un peu ces déclarations, il y a un certain nombre de contraintes avec lesquelles il faut faire. Alors, notamment des contraintes de choix de développement des îles, puisque l'activité extractive, donc carrière, effectivement, n'est pas l'activité la plus populaire. Quand on parle d'environnement, je dirais de protection de l'environnement, d'impact visuel. Donc il y a des îles dont la priorité est le développement touristique et qui ne sont pas très enclins à favoriser le développement des industries extractives. Voilà. Il y a aussi des questions liées à l'habitat, puisque l'habitat est relativement diffus dans toutes nos îles. Donc il y a très peu effectivement de zones disponibles qu'on pourrait réserver à cette activité particulière. Les marchés intérieurs sont également extrêmement étroits. On parle en particulier des petites îles de la Caraïbe, où sur certaines îles, il y a quelques dizaines de milliers d'habitants, et ça fait des marchés intérieurs qui sont relativement petits et qui ne peuvent pas toujours supporter des opérations domestiques. Voilà. Et puis finalement, il y a également des questions liées à la répartition de ces ressources minérales dans l'archipel. Il y a des endroits plus propices que d'autres. Et l'un des points importants qu'on avait aussi voulu signaler, c'est que l'accroissement des échanges en termes de matériaux de carrière a vraiment démarré quand les îles ont décidé d'arrêter l'extraction des sables de mer. Jusque dans les années 70, l'essentiel des sables utilisés dans les bétons provenait de nos belles plages. Voilà. Donc il y a effectivement donc ce besoin de transporter des matériaux de carrière pour construire la Caraïbe, donc construire des infrastructures, construire des logements. Alors les matériaux qui sont transportés, donc si on les classe dans la catégorie donc des vracs solides,
pondéreux. Donc on oppose aux vracs liquides les huiles, les produits pétroliers. Donc là, ce sont des vracs solides et pondéreux par rapport à en fait leur poids. Donc essentiellement donc des granulats pour des bétons, différents types de béton hydraulique ou béton bitumineux. Voilà, des pouzzolanes naturelles. Alors ça, c'est quelque chose qui intéresse la Martinique en particulier pour la fabrication de certains ciments spéciaux. Des graves routières, des remblais, du gypse également qu'on a voulu mettre dans cette liste, et des sables de silice et des calcaires pour des usages industriels, notamment concernant le calcaire des engrais, et des usages agricoles en amendement de sol pour rétablir les pH. Alors, on a voulu volontairement exclure tout ce qui était minerai. Il y a effectivement dans la Caraïbe des transports de minerais, souvent au départ soit des grandes Antilles, République dominicaine, Jamaïque, et puis donc le nord de l'Amérique du Sud, donc Guyana, un peu Suriname. Donc nous avons exclu ces productions et ces transports dans la mesure où elles intéressent des exportations hors Caraïbes. On a voulu se concentrer sur un peu ce qui se passait à l'intérieur de la Grande Caraïbe. Donc la caractéristique, je vous le disais, c'était effectivement donc la prépondérance du poids de ce type de marchandises sur les volumes. Donc ça influe sur les navires et le type de transport. Mais également donc la très faible valeur unitaire de ce type de matériaux. Donc nous sommes sur des bases arrondies entre 8 et 20 dollars US par tonne, et que nous avons souhaité donc comparer à un certain nombre d'autres commodités, ciment, banane. Donc vous voyez qu'on est dans des proportions de 1 à beaucoup. Voilà. Donc ça fait donc des vracs qui sont, je dirais, qu'on dit pauvres, voilà, mais qu'il faut quand même transporter dans les meilleures conditions possibles, parce que bien qu'étant des marchandises pauvres, ce sont des marchandises essentielles à la construction de notre Caraïbe. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, le béton est le deuxième matériau le plus utilisé par l'homme après l'eau. Voilà. Alors, si on peut revenir juste pour finir, donc là, on se rend bien compte, vu la faible valeur des produits, donc la part transport et l'efficacité en fait du transport est très importante pour pouvoir maintenir des flux, je dirais, économiquement viables. Et en fait, de surcroît, ces produits donc, de carrière rentrent dans la fabrication d'autres matériaux industriels, des bétons, et qui sont eux-mêmes considérés comme des matériaux pauvres, donc peu évolués technologiquement parlant. Alors sur les flux, quelques remarques générales. Il faut savoir qu'il y a encore aujourd'hui des importations, je dirais, non caribéennes, donc des matériaux qui viennent en particulier du nord du Canada aujourd'hui, et qui pénètrent dans la région, sans doute dû à l'insuffisance de production. Il y a eu également, depuis donc, la crise de 2008, une forte baisse des tonnages transportés. C'est vrai qu'avant donc, cette crise financière, les flux étaient très très importants, et il y a eu en 2009 une chute dramatique des tonnages. Et puis donc c'est une activité où il y a des volumes récurrents, mais qui est aussi très liée à la santé du bâtiment et des travaux publics. Donc je sais que c'est un sujet d'actualité ici, enfin en Martinique, en Guadeloupe, mais également dans l'ensemble de la Caraïbe. C'est une activité économique, donc le BTP, essentielle, mais qui est vraiment sujette à des hauts et des bas. Et c'est un problème pour le maintien de cette activité. Voilà. Et puis donc les grands chantiers de travaux publics ont effectivement une grande influence sur les flux. Donc ces flux, rapidement, donc on a distingué le secteur ouest, donc avec ici vous voyez entouré, ce sont les zones déficitaires, où en fait la production est soit inexistante ou insuffisante pour satisfaire les besoins.
Donc principalement donc, tout le groupe Bahamas, Turks et Caicos sur le nord, les îles Caïmans, et puis donc sur le sud, Aruba et l'île de Bonaire. Voilà. En vert, vous avez les principaux centres de production et d'exportation de granulats, et en jaune, les exportations de gypse ou de calcaire. Donc les centres d'exportation, c'est en fait Freeport, là, tout en haut, en face de Miami, dans les Bahamas. La Jamaïque est également un très gros producteur de granulats, avec des exportations vers le nord et vers les îles Caïmans. Nous avons également une exploitation donc, qui est sur Puerto Cortés, au Honduras, et qui exporte sur la Caraïbe. Et puis sinon, le très gros producteur et qui est très actif aussi jusque dans les Petites Antilles et la République dominicaine, avec des coûts de production particulièrement bas. Sur la partie est, plus Petites Antilles, également beaucoup de flux. Et on s'aperçoit, et c'est ce que je voulais signaler, c'est que les départements français d'Amérique de Martinique et Guadeloupe ont depuis très longtemps été intégrés à ce système sans que ce soit vraiment quelque chose de connu. Et il faut savoir que, les productions martiniquaises sont exportées dans la Caraïbe et que la Guadeloupe, par contre, qui est déficitaire, reçoit des matériaux de carrière de pays anglophones, par exemple, de Dominique. Donc là encore, des zones déficitaires, donc principalement les îles, les Leeward Islands, donc les îles du Nord, globalement déficitaires, malgré la présence d'une carrière à Saint-Martin. La Guadeloupe, traditionnellement déficitaire également. Et puis donc Grenade, Trinidad également. Et puis sur le plateau des Guyanes, donc Guyana et Suriname. Voilà. Donc des exportations au départ de principalement la Martinique et la Dominique, qui sont les deux plus gros exportateurs. Sainte-Lucie est également rentrée dans la danse il y a une dizaine d'années, on va dire. Et puis il y a encore quelques mouvements au départ de l'île de Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines, principalement vers le nord. Et puis sans oublier Montserrat. Alors Montserrat qui est un cas un peu à part, donc, où des matériaux issus de l'éruption du volcan de la Soufrière sont pour le moment exportés, alors dans des conditions, quand je vois M. Villageois qui me parle de son fort, dans des conditions un peu apocalyptiques, parce qu'ils utilisent l'ancienne jetée du port de Plymouth, qui en fait est à moitié sous les remblais. Bon. Vous pouvez y aller ? Je vous en prie. Voilà, donc sur les navires, donc globalement deux types de navires utilisés pour ce genre de trafic. Donc en priorité des attelages remorqueurs et barges que vous avez déjà dû voir soit à quai, soit en mer. Et donc en général, c'est des outils qui sont uniquement dédiés à ce type de trafic. Et puis donc on a, alors ça c'est la liste en fait des attelages qui sont actifs pour le moment. Donc on voit qu'on a une capacité totale instantanée d'un peu plus de 57 000 tonnes. Donc ça c'est uniquement pour les Petites Antilles. Alors, puisque ce ne sont pas en fait les barges et les remorqueurs sont des navires qui restent en général sur une zone relativement restreinte, on va dire. Globalement trois groupes de barges et de remorqueurs, trois types de barges, des toutes petites autour de 2000 tonnes, et ce qu'on appelle nous les moyennes, les tailles moyennes autour de 3500, et les plus grosses au-delà de 5000 tonnes. Voilà. Donc c'est un peu les modules qu'on a. Vous observez qu'il y a en termes de pavillons, et ça aura une importance, on va faire une petite remarque là-dessus, des pavillons divers et variés, beaucoup de pavillons caribéens, cependant. Alors, l'autre mode de transport, c'est effectivement les vraquiers minéraliers, avec là, à une ou deux exceptions près, des navires qui transportent d'autres types de marchandises, d'autres types de vracs,
Ça peut être du riz, ça peut être du ciment en sac, voilà. Donc ils ne sont pas spécialisés pour le transport des matériaux de carrière. Là encore, donc des unités plutôt de petite taille, avec une prédominance pour le pavillon Saint-Vincent et Grenadines. Voilà. Donc on a voulu faire aussi, juste rapidement, une petite comparaison entre les deux modes de transport, avec les avantages et les inconvénients de chacun. Les attelages barges et remorqueurs étant essentiellement plus flexibles et permettant l'accès à des zones de déchargement ou de chargement sur lesquelles des navires plus classiques ne pourraient accéder. Cependant, les vraquiers minéraliers sont effectivement beaucoup plus rapides et en plus assurent d'une meilleure manière l'intégrité des cargaisons, ce qui n'est pas toujours le cas avec les barges. Il y a eu des incidents au cours des dernières années. Au niveau des inconvénients, et on peut en parler puisque après on a un petit slide sur les ports, les vraquiers minéraliers ont des tirants d'eau, donc des profondeurs d'un navire qui sont plus importantes, en général autour de 6,50 m pour les navires qu'on a un peu signalés, alors que les barges sont plutôt autour des 4 m, 4,50 m. Donc c'est pour ça qu'elles ont cette faculté à pouvoir accéder à des endroits un peu compliqués. Le gros problème qu'il y a avec les vraquiers minéraliers, même s'ils semblent plus adaptés, c'est qu'il y a très peu d'installations dans la Caraïbe qui sont capables de les charger de manière efficiente, donc avec des systèmes de chargement de navires. Quand on fait le tour de la question, il n'y a que Kingston en Jamaïque, la République dominicaine, vers Barahona, la Dominique et Curaçao. Donc il y a très peu d'endroits où des granulats peuvent être chargés de manière économique et efficace dans des minéraliers. Alors en plus, donc, le problème des minéraliers, c'est qu'il faut effectivement, par rapport à leur configuration, des post-taquets classiques. Et ça fait partie du problème parce que, on le verra plus tard, ce trafic ne bénéficie d'aucune priorité. Voilà. On peut passer. Une remarque, c'est l'âge des navires. Il faut savoir que les navires qui opèrent sur zone sont en général très vieux. Je pense qu'il y en a qui ont mon âge. Et ça pose des problèmes. Alors, ça pose des problèmes d'assurance, parce qu'en général, au-delà de 15 ans d'âge, donc les navires changent de catégorie et passent dans des catégories d'assurance qui deviennent extrêmement pénalisantes. Donc, ça fait partie du problème. On n'a pas vraiment d'explication pourquoi on se retrouve avec des unités aussi âgées, mais c'est sûr que c'est un problème. Il faut savoir que les pays caribéens ont pris l'initiative donc de ce qu'on appelle le Caribbean Memorandum of Understanding for Port State Control. C'est une initiative qui vise, c'est clair, à éliminer, le mot est fort, à éliminer les opérations de navires non conformes. Et c'est une volonté forte qui est d'ailleurs encouragée par la France, puisqu'il y a un Memorandum of Understanding similaire de Paris, pour laquelle les autorités d'ailleurs ici françaises sont très, très impliquées, et qui en fait permet à toutes les autorités de contrôle portuaire n'importe où dans la Caraïbe de procéder à des vérifications de navires. Donc c'est des vérifications générales de sécurité, c'est aussi lié au personnel de bord, etc. Donc c'est un système qui vise à éliminer. C'est écrit et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un système qui oblige graduellement les armateurs et les opérateurs à se mettre à niveau. Par contre, la conséquence, c'est que nous ne sommes pas sûrs que ce mouvement soit accompagné de mesures pour, par exemple, aider au financement de nouveaux bateaux ou
ou d'amélioration des bateaux. Et on va se retrouver avec sans doute des difficultés pour transporter un certain nombre de marchandises entre les îles. Par exemple, nous sommes très inquiets, c'est sur la Dominique, pour le transport de produits agricoles frais entre Portsmouth et Pointe-à-Pitre. Parce que les navires qui sont actuellement employés sont très loin de correspondre à ce qu'il faudrait. Voilà, donc il y a un vrai problème, il y a une vraie problématique de sécurité qu'il faudra adresser. Donc, juste pour finir, donc sur les contraintes, c'est une activité, on a vu, essentielle, qui est méconnue. Alors, un certain nombre de problèmes, et Monsieur Villageois l'a signalé, il y a une réflexion actuellement dans l'ensemble des ports de la Caraïbe pour les moderniser. Je crois que il y a une série d'infrastructures qui sont maintenant anciennes. Donc il y a une opportunité effectivement à alimenter cette réflexion pour pouvoir permettre au trafic de matériaux de carrière, qu'on a vu qui est essentiel pour la construction de la Caraïbe, d'être mieux intégré. Donc on n'a pas de poste à quai spécifique en général dans la plupart des ports. Il y a des problèmes de mixité de trafic, c'est-à-dire avec du trafic passager, du trafic conteneur. C'est lié effectivement à la taille des ports. Et il y a des vrais problèmes environnementaux parce que le transport de matériaux de carrière n'est pas un fret propre. Il peut y avoir des générations de poussière, il y a du bruit. Ce ne sont pas des opérations qui sont toujours compatibles avec certaines autres activités logistiques. Il y a ce problème de priorité de trafic. Il est clair que les trafics granulats sont relégués au dernier rang de la liste, et souvent des déchargements sont effectués de nuit, donc il y a des problèmes éventuels de sécurité, de coûts, voilà, qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de ports interdisent le trafic matériaux le week-end, c'est le cas par exemple à Saint-Barthélemy, où le week-end est réservé aux activités granulats comme à Marie-Galante. Les chargements aussi se font dans des conditions un peu, je dirais, artisanales, souvent à partir d'appontements gérés, entretenus par les chargeurs eux-mêmes, donc très peu dans des ports. Et ça peut poser des fois des problèmes de sécurité pour les navires. Les contraintes de tir en dos qu'on a signalées, qui n'existent pas qu'en Guyane. De nombreux ports ici souffrent de problèmes de profondeur, de tir en dos, et les opérations de dragage devraient être plus fréquentes ou programmées. Un dernier point sur lequel je voulais signaler, surtout à l'attention de nos amis caribéens, l'intégration économique est en marche. On essaie de créer des marchés communs aux Caraïbes. C'est l'un des buts de l'OICS, s'il l'a bien signalé. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, les autorités portuaires sont des éléments, je dirais, perturbateurs d'une harmonisation. Maintenant, parce qu'ils ont la faculté, en dehors en fait, du cadre réglementaire que nous essayons de mettre ensemble, de décider de droits et de taxes qu'elles appliquent de manière unilatérale, sans concertation avec les îles, les îles desquelles elles font partie du CARICOM ou de l'OICS. Donc ça, c'est un véritable problème, parce que tant qu'on n'aura pas harmonisé les droits de port aussi dans la Caraïbe, on n'arrivera pas à créer cette libre circulation des marchandises, parce qu'il y aura toujours des différences. Même si on a un tarif commun, CARICOM, qui existe, les ports ont cette faculté de modifier la donne. Voilà. Juste pour illustrer rapidement, il y avait un... Juste pour illustrer... Non, oui, allez-y, rapidement. Donc, quand on parle de complexité d'opération, vous voyez le cas, en fait, de minéraliers chargeant à partir de barges ou déchargeant dans des barges. Donc, les opérations sont des fois un petit peu artisanales et apocalyptiques. Et puis, juste pour terminer, notre message. Donc, c'est une activité qui est méconnue, mais qui est très importante si on veut construire cette Caraïbe. Les mouvements de matériaux sont nécessaires et obligatoires et indispensables.
Et dans les réflexions menées sur aussi bien le cadre, donc les taxes, les droits, la libre circulation, que les infrastructures, c'est important aussi de penser aux matériaux de carrière parce qu'on en a besoin pour construire la Caraïbe. Je vous remercie. Thank you very much. Muchas gracias.